Je tiens son téléphone dans mes mains tremblantes, et là, sous mes yeux, les messages qui prouvent tout. 4 ans de mensonges, 4 ans de manipulation. Et je viens de le surprendre en flagrant délit avec ma propre mère, discutant de comment me faire signer les papiers de renonciation à mon héritage. Mon thérapeute, l'homme en qui j'avais placé toute ma confiance, n'était qu'un imposteur. Laissez-moi revenir en arrière, au jour où tout a commencé. C'était un mardi pluvieux de novembre 2020. Je venais de perdre mon père dans un accident de voiture, et ma vie s'était effondrée. Papa était tout pour moi. Il m'avait élevé seul après que maman nous ait abandonnés quand j'avais 6 ans. Elle était partie avec un autre homme, sans un regard en arrière, sans même un coup de téléphone pour savoir comment j'allais. Papa avait été mon roc, mon héros, mon meilleur ami. Et du jour au lendemain, il n'était plus là. Le chagrin me dévorait vivante. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne sortais plus de mon appartement à Paris. Mes amis essayaient de m'aider, mais je les repoussais tous. Je pensais que personne ne pouvait comprendre ma douleur. Mon oncle Marcel, le frère de papa, insistait pour que je consulte quelqu'un. Il disait que je ne pouvais pas continuer comme ça, que papa aurait voulu que je me batte. Alors j'ai accepté. C'est comme ça que j'ai rencontré le docteur Julien Moreau. Enfin, c'est le nom qu'il m'avait donné. Son cabinet se trouvait dans le 16e arrondissement, un quartier chic de Paris. L'endroit était élégant, avec des meubles en cuir et des diplômes encadrés sur les murs. Tout semblait légitime, professionnel, rassurant. Il avait la quarantaine, des cheveux grisonnants aux tempes, un regard doux et une voix apaisante. Dès la première séance, j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Il m'écoutait pendant des heures. Je lui racontais tout sur papa, sur notre relation, sur le vide immense qu'il avait laissé. Le docteur Moreau hochait la tête avec compassion, prenait des notes, me posait les bonnes questions. Il semblait vraiment se soucier de moi. Personne ne m'avait écouté comme ça depuis la mort de papa. C'était comme si j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait. Au fil des semaines, je me suis ouverte à lui de plus en plus. Je lui ai parlé de ma mère, de son abandon, de la colère que je ressentais encore envers elle après toutes ces années. Je lui ai dit qu'elle avait essayé de reprendre contact après la mort de papa, mais que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Elle avait disparu pendant 25 ans, et maintenant elle revenait? Pourquoi? Par culpabilité? Par intérêt? Je ne voulais pas le savoir. Le docteur Moreau m'a dit que je devais me concentrer sur ma guérison, que je devais me protéger des personnes toxiques. Il a dit que ma mère était probablement une de ces personnes, qu'elle pourrait me faire plus de mal que de bien. Ces mots résonnaient en moi. J'avais l'impression qu'il avait raison, qu'il me protégeait. Je me suis sentie validée dans mon choix de rejeter ma mère. Puis il y a eu mon oncle Marcel. Marcel avait toujours été là pour moi, même quand papa était vivant. Il était célibataire, sans enfant, et il me considérait comme sa propre fille. Après la mort de papa, il est devenu encore plus protecteur. Il m'appelait tous les jours, passait me voir, s'assurait que j'allais bien. Mais le docteur Moreau a commencé à planter des graines de doute dans mon esprit. Il me demandait pourquoi Marcel était si présent. Il suggérait que peut-être Marcel avait des motivations cachées. Papa avait laissé un héritage considérable, une maison familiale dans le sud de la France, des économies, des investissements. J'étais l'unique héritière. Le docteur Moreau me faisait remarquer que Marcel posait beaucoup de questions sur l'héritage, sur mes plans, sur ce que j'allais faire de la maison. Il me disait que je devais être prudente, que même les gens qui semblent bien intentionnés peuvent avoir des agendas cachés. Au début, j'ai rejeté ces insinuations. Marcel était de la famille, il m'aimait. Mais le docteur Moreau était subtil, patient. Il ne m'accusait jamais directement, il posait juste des questions, il me faisait réfléchir. Petit à petit, le doute s'est installé. Et le docteur Moreau était toujours là, pour m'écouter, pour me soutenir, pour me dire qu'il était le seul en qui je pouvais vraiment avoir confiance. Les mois ont passé, et j'ai commencé à m'isoler complètement. Je ne répondais plus aux appels de Marcel. Je bloquais les messages de ma mère. Je voyais de moins en moins mes amis. Le seul lien social constant dans ma vie était mes séances avec le docteur Moreau. 2 fois par semaine, je m'asseyais dans son cabinet et je lui déballais tout. Il était devenu ma bouée de sauvetage, la seule personne qui me comprenait vraiment. Après 1 an de thérapie, il m'a suggéré de vendre la maison familiale. Il disait que garder cette maison me maintenait dans le passé, que je devais couper les liens avec tout ce qui me rappelait papa si je voulais vraiment avancer. L'idée me brisait le cœur. Cette maison était remplie de souvenirs, de moments heureux avec papa.
Mais le docteur Moreau insistait. Il disait que c'était pour mon bien, que c'était la seule façon de guérir vraiment. J'ai failli le faire. J'ai failli mettre la maison en vente. Mais quelque chose en moi résistait. C'était la dernière chose qui me reliait à papa, et je ne pouvais pas m'y résoudre. Le docteur Moreau a semblé contrarié, même s'il essayait de le cacher. C'était la première fois que je le voyais perdre son masque de calme et de compassion, juste une fraction de seconde. Mais j'ai remarqué. Puis les choses ont commencé à devenir encore plus étranges. Le docteur Moreau m'a proposé de devenir l'exécuteur testamentaire de mon père, de gérer mon héritage pour moi. Il disait que j'étais trop fragile émotionnellement pour prendre des décisions financières importantes, que je risquais de faire des erreurs. Il m'a présenté des documents, des formulaires à signer. Il disait que c'était juste pour me protéger, pour s'assurer que personne ne profite de moi. Quelque chose en moi a tiré la sonnette d'alarme. Un thérapeute peut-il vraiment faire ça? Est-ce que c'est éthique? Mais j'étais tellement perdue, tellement dépendante de lui, que j'ai presque accepté. J'ai pris les documents chez moi en me disant que j'allais réfléchir. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Un soir, j'étais chez moi, en train de regarder les papiers qu'il m'avait donnés. Je ne comprenais pas vraiment le jargon juridique, et j'ai décidé de chercher en ligne ce que signifiaient certains termes. C'est là que je suis tombée sur un forum de discussion sur les arnaques liées au deuil. Des histoires de personnes qui avaient été manipulées par de faux thérapeutes, de faux avocats, de faux amis après la mort d'un proche. Des personnes qui avaient perdu leur héritage, leurs économies, tout. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis dit que c'était ridicule, que le docteur Moreau était un professionnel respecté, que je devenais paranoïaque. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à lire. Une histoire en particulier m'a glacé le sang. Une femme racontait comment son thérapeute l'avait isolée de sa famille, l'avait convaincue de lui donner accès à ses finances, et avait fini par disparaître avec son argent. L'histoire était tellement similaire à la mienne que j'ai eu envie de vomir. J'ai commencé à faire des recherches sur le docteur Julien Moreau. J'ai cherché son nom sur Internet, sur les registres des psychologues et psychiatres en France. Rien. Absolument rien. Pas de site web professionnel, pas de mention dans des articles académiques, pas de présence sur les réseaux professionnels. Comment était-ce possible? Il m'avait montré ses diplômes, ses certifications. Tout semblait légitime. J'ai appelé l'ordre des médecins, l'ordre des psychologues. J'ai donné le nom du docteur Moreau, l'adresse de son cabinet. Personne n'avait entendu parler de lui. Il n'était enregistré nulle part. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Si ce n'était pas un vrai thérapeute, alors qui était-il? Et qu'est-ce qu'il voulait vraiment de moi? J'ai décidé de ne rien dire, de faire comme si de rien n'était. Je suis allée à ma séance suivante comme d'habitude, mais cette fois, j'observais tout. Chaque détail, chaque mot, chaque geste. Le docteur Moreau était aussi charmant que d'habitude, mais maintenant je voyais les fissures. La façon dont il revenait toujours sur l'héritage, sur la maison, sur l'importance de me séparer de ma famille. La façon dont il me manipulait subtilement, me faisant douter de moi-même, de mes proches. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir aux documents, que je n'étais pas prête à les signer tout de suite. Il a souri, mais son sourire ne atteignait pas ses yeux. Il a dit que bien sûr, que je pouvais prendre tout le temps dont j'avais besoin, mais qu'il fallait que je fasse attention, que ma famille pourrait essayer de me manipuler pendant ce temps. Il essayait encore de me contrôler, de m'isoler. Quand je suis sortie de son cabinet ce jour-là, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Une voiture était garée en face de l'immeuble, une BMW noire avec les vitres teintées. Et au volant, il y avait une femme. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, mais quelque chose dans sa silhouette me semblait familier. J'ai attendu, caché derrière un arbre, pour voir si elle allait sortir. Et elle l'a fait. C'était ma mère. Ma mère, que je n'avais pas vue depuis 25 ans, était assise dans une voiture devant le cabinet de mon supposé thérapeute. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Comment savait-elle même que j'étais en thérapie? Que je venais ici? Mon esprit était en ébullition, essayant de comprendre ce qui se passait. Je l'ai suivie. Je ne savais pas ce que je faisais, j'agissais sur instinct pur. Elle a conduit pendant une vingtaine de minutes et s'est garée devant un café dans le 11e arrondissement. Elle est entrée, et j'ai attendu quelques minutes avant de la suivre. Je me suis installée à une table dans un coin, cachée derrière un journal, et j'ai observé. 10 minutes plus tard, le docteur Moreau est entré dans le café.
Il s'est dirigé directement vers la table de ma mère et s'est assis en face d'elle. Ils se connaissaient. Ils se connaissaient bien, de toute évidence. Ils parlaient à voix basse, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je voyais leurs expressions. Ma mère semblait inquiète, agitée. Le docteur Moreau essayait de la calmer, de la rassurer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à les filmer discrètement. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ces images, mais je sentais que j'allais en avoir besoin. Ils sont restés ensemble pendant environ 1 heure, puis ils sont partis séparément. Ma mère en premier, puis le docteur Moreau quelques minutes plus tard. Je suis rentrée chez moi dans un état de choc. Ma mère et mon thérapeute se connaissaient. Ils étaient complices. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'ils complotaient ensemble? Et depuis combien de temps? Toutes ces années où le docteur Moreau me disait de me méfier de ma mère, de ne pas lui parler, de la tenir éloignée, ils travaillaient ensemble? Quel était leur plan? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à essayer de reconstituer le puzzle. Papa avait laissé un héritage considérable, environ 2 millions d'euros entre la maison, les investissements et les économies. J'étais l'unique héritière, mais si quelque chose m'arrivait, ou si je renonçais à l'héritage, à qui reviendrait-il? J'ai ressorti le testament de papa et je l'ai lu attentivement. Selon le testament, si je renonçais à l'héritage ou si j'étais déclarée inapte à le gérer, les biens reviendraient à ma mère. Ma mère, qui nous avait abandonnés, qui n'avait jamais été là pour nous. Papa avait-il vraiment écrit ça? Ou bien le testament avait-il été modifié? Je ne savais plus quoi penser. Le lendemain, j'ai appelé l'avocat qui avait rédigé le testament de papa. Maître Dubois était un homme âgé qui avait connu papa pendant des années. Je lui ai posé des questions sur le testament, sur les clauses concernant l'héritage. Il m'a confirmé que si je renonçais à l'héritage ou si j'étais déclarée inapte, les biens reviendraient effectivement à ma mère. C'était la loi française, et papa n'avait pas fait de disposition contraire. Mais il y avait quelque chose d'autre. Maître Dubois m'a dit que ma mère était venue le voir quelques mois après la mort de papa. Elle voulait contester le testament, dire qu'elle avait droit à une partie de l'héritage en tant qu'ex-épouse. Maître Dubois l'avait informé qu'elle n'avait aucun droit légal, qu'ils avaient divorcé depuis longtemps et que le testament était clair. Ma mère était repartie furieuse. Tout commençait à prendre sens. Ma mère voulait l'argent de papa, mais elle ne pouvait pas l'avoir directement. Alors elle avait trouvé un autre moyen. Elle avait engagé quelqu'un, le docteur Moreau ou peu importe son vrai nom, pour me manipuler. Pour me faire renoncer à l'héritage, ou pour me faire déclarer inapte à le gérer. Et pendant 4 ans, j'étais tombée dans leur piège. Je devais en savoir plus. Je devais découvrir qui était vraiment le docteur Moreau et quelle était l'étendue de leur complot. J'ai engagé un détective privé, un homme recommandé par un ami d'amis. Je lui ai donné toutes les informations que j'avais sur le docteur Moreau, les photos, les vidéos, l'adresse du cabinet. Je lui ai demandé de découvrir tout ce qu'il pouvait. Les résultats sont arrivés 1 semaine plus tard, et ils étaient pires que ce que j'imaginais. Le docteur Julien Moreau n'existait pas. C'était une fausse identité. Le vrai nom de l'homme était Éric Lemoine, et il avait un casier judiciaire. Il avait été condamné 10 ans auparavant pour escroquerie et usage de faux. Il s'était fait passer pour un conseiller financier et avait arnaqué plusieurs personnes âgées de leurs économies. Il avait fait de la prison, puis il était sorti et avait apparemment repris ses activités sous une nouvelle identité. Et ma mère? Le détective avait découvert qu'elle et Éric Lemoine se connaissaient depuis longtemps. Ils avaient été en couple pendant quelques années après qu'elle ait quitté papa. C'était Éric qui l'avait convaincu de partir, qui lui avait promis une vie meilleure. Mais leur relation n'avait pas duré, et ils s'étaient séparés. Apparemment, ils étaient restés en contact, et quand papa était mort, ma mère avait vu une opportunité. Elle avait demandé à Éric de m'approcher, de gagner ma confiance, de me manipuler pour renoncer à l'héritage. Le plan était simple et diabolique. Éric se faisait passer pour un thérapeute, gagnait ma confiance en m'aidant soi-disant à traverser mon deuil, m'isolait de ma vraie famille et de mes amis, puis me poussait à renoncer à l'héritage ou à lui donner accès à mes finances. Une fois qu'il aurait l'argent, il le partagerait avec ma mère et ils disparaîtraient tous les deux. Et moi, je serais laissée seule, brisée et sans rien. Mais maintenant je savais. Je savais tout. Et j'étais déterminée à leur faire payer. Pas avec la violence, pas avec la loi, qui serait trop lente et trop incertaine. Non, je voulais quelque chose de plus personnel, de plus dévastateur. Je voulais leur faire ressentir la même douleur,
La même trahison que j'avais ressentie. J'ai passé les semaines suivantes à planifier ma vengeance. J'ai continué à aller à mes séances avec Eric, à jouer le rôle de la patiente naïve et fragile. Je l'ai laissé croire qu'il gagnait, que j'étais sur le point de craquer. Je lui ai dit que j'étais prête à signer les documents, que je voulais juste que tout soit fini. Il était euphorique, pensant qu'il avait réussi. Pendant ce temps, j'ai reconstitué toute l'histoire. J'ai rassemblé des preuves, des documents, des enregistrements. J'ai installé une application d'espionnage sur le téléphone d'Eric lors d'une séance où il était allé aux toilettes et avait laissé son téléphone sur son bureau. Cette application me donnait accès à tous ses messages, ses appels, ses emails. Et ce que j'y ai découvert m'a rendu malade. Les messages entre Eric et ma mère étaient nombreux et détaillés. Ils discutaient de moi comme si j'étais un pion sur un échiquier. Ils se moquaient de ma naïveté, de ma faiblesse. Ma mère parlait de moi avec un mépris glacial, me traitant d'idiote, de fille à papa pathétique. Elle disait qu'elle regrettait de m'avoir eu, que j'avais ruiné sa vie, et qu'au moins maintenant elle pourrait tirer quelque chose de positif de mon existence. Eric, lui, était plus calculateur. Il gardait des notes détaillées sur mes séances, mais pas pour m'aider. Il notait mes faiblesses, mes peurs, mes points de pression. Il avait écrit comment me manipuler plus efficacement, comment me pousser vers la rupture mentale si nécessaire. Il avait même envisagé de me faire hospitaliser en psychiatrie pour incapacité mentale si je résistais trop longtemps. C'était monstrueux. Mais le plus choquant, le moment qui m'a fait basculer dans une rage froide et calculée, c'était un message que j'ai découvert tard dans la nuit. Un message où Eric racontait à ma mère qu'il avait saboté les freins de la voiture de mon père. L'accident qui avait tué papa n'était pas un accident. C'était un meurtre. Ils avaient tué mon père pour accélérer leur plan, pour que je sois plus vulnérable, plus facile à manipuler. Vous avez déjà eu ce moment où votre monde entier s'effondre et se reconstruit en même temps? Où la douleur est tellement intense qu'elle se transforme en quelque chose d'autre, en une clarté glaciale, en une détermination absolue. Ce message était ce moment pour moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste assise là, dans le noir, et j'ai souri. Un sourire froid, sans joie, mais rempli de détermination. Ils allaient payer. Ils allaient payer de la manière la plus brutale possible. J'ai contacté mon oncle Marcel. Je lui ai tout raconté, je lui ai montré toutes les preuves. Il était sous le choc, dévasté par la trahison de ma mère et par la révélation du meurtre de son frère. Mais il était aussi prêt à m'aider. Ensemble, nous avons peaufiné mon plan de vengeance. J'ai décidé d'organiser une confrontation publique, mais pas n'importe laquelle. Je voulais que ce soit devant témoins, devant les gens qui comptaient. J'ai organisé une fausse cérémonie commémorative pour papa, 4 ans après sa mort. J'ai invité toute la famille élargie, les amis de papa, ses collègues, même quelques journalistes locaux que j'avais contactés en prétendant avoir une histoire importante à raconter sur les dangers des faux thérapeutes. J'ai aussi invité Eric et ma mère. Eric pensait que j'allais profiter de l'occasion pour annoncer publiquement que je renonçais à l'héritage, que c'était le moment parfait pour moi de couper les ponts avec le passé. Je lui avais fait croire que j'allais faire un discours à la cérémonie, parlant de comment il m'avait aidé à guérir. Il était ravi à cette idée, pensant que ça ajouterait à sa crédibilité pour de futures arnaques. Ma mère, elle, pensait que la cérémonie était mon moment de faiblesse, l'occasion parfaite pour elle de réapparaître dans ma vie maintenant que j'étais prête à abandonner l'héritage. Je l'avais contactée quelques jours avant, en lui disant que je voulais faire la paix, que je comprenais maintenant qu'elle avait eu ses raisons de partir et que je voulais qu'elle soit là pour ce moment important. Elle avait accepté immédiatement, probablement en se frottant les mains à l'idée de l'argent qui allait bientôt être à elle. Le jour de la cérémonie est arrivé. C'était une journée ensoleillée de novembre, exactement 4 ans jour pour jour après la mort de papa. La cérémonie avait lieu dans un salon de réception élégant près du cimetière où papa était enterré. Il y avait une centaine de personnes présentes, tous habillés en noir, avec des expressions solennelles. Eric était là, assis au fond de la salle, essayant de se faire discret mais observant tout. Ma mère était assise au premier rang, jouant le rôle de la mère endeuillée, avec même quelques larmes factices qui coulaient sur ses joues. Elle portait une robe noire coûteuse et des bijoux ostentatoires. Elle avait toujours aimé paraître, même aux funérailles. J'ai commencé mon discours de manière conventionnelle. J'ai parlé de papa, de l'homme merveilleux qu'il était, de tout ce qu'il m'avait appris. Les gens hochaient la tête, certains pleuraient doucement. Puis j'ai fait une pause et j'ai changé de ton. J'ai dit que j'avais découvert quelque chose de terrible ces dernières semaines. Que j'avais découvert que la mort de papa n'était pas un accident,
Mais un meurtre. Un murmure choqué a parcouru la salle. J'ai vu ma mère se raidir et Eric commencer à se lever, mais mon oncle Marcel et 2 de ses amis, des hommes costauds que j'avais positionnés stratégiquement, ont bloqué les sorties. J'ai continué. J'ai raconté toute l'histoire, depuis ma première rencontre avec le docteur Moreau jusqu'à ma découverte de son vrai nom et de son passé criminel. J'ai expliqué comment lui et ma mère m'avaient manipulé pendant 4 ans, comment ils avaient orchestré l'isolement de ma famille et de mes amis, comment ils avaient planifié de me voler mon héritage. Et puis j'ai lâché la bombe finale. J'ai projeté sur un grand écran les messages entre Eric et ma mère. Tous les messages. Ceux où ils se moquaient de moi, ceux où ils planifiaient leur arnaque, et surtout, celui où Eric admettait avoir saboté les freins de la voiture de papa. La salle était plongée dans un silence de mort. Puis les cris ont commencé. Des gens se sont levés, pointant ma mère et Eric du doigt. Certains pleuraient, d'autres criaient de rage. Les journalistes prenaient des photos et des vidéos frénétiquement. Ma mère était devenue blanche comme un linge, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son en sorte. Eric essayait de se frayer un chemin vers la sortie, mais les hommes de mon oncle le retenaient fermement. J'ai continué à parler, ma voix calme et claire malgré le chaos autour de moi. J'ai dit que j'avais déjà contacté la police, que toutes les preuves leur avaient été transmises, qu'Eric et ma mère seraient arrêtés avant la fin de la journée. J'ai dit que je voulais que tout le monde sache qui ils étaient vraiment, ce qu'ils avaient fait, qu'ils ne puissent plus jamais se cacher derrière des masques de respectabilité. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Je me suis approchée de ma mère, qui était toujours assise, tremblante, des larmes réelles cette fois coulant sur son visage. Je me suis penchée vers elle et je lui ai murmuré à l'oreille, assez fort pour que les gens autour puissent entendre. Je lui ai dit qu'elle avait raison sur une chose. Qu'elle avait effectivement ruiné sa vie en m'ayant. Parce que maintenant, j'allais m'assurer qu'elle passe le reste de ses jours en prison, à regretter chaque décision qu'elle avait prise. Que je serais là à chaque audience, à chaque procès, à chaque appel, pour m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle avait fait à papa. Et que même si par miracle elle sortait un jour de prison, elle n'aurait plus rien. Pas d'argent, pas de réputation, pas de vie. Juste le souvenir de ce qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas été si avide et si cruelle. Ma mère s'est effondrée en sanglots. Pas des sanglots de remords, mais des sanglots de quelqu'un qui réalise que tout est perdu. Eric, lui, est devenu violent. Il a essayé de se débattre, criant que j'étais folle, que j'avais tout inventé, que les messages étaient des faux. Mais personne ne l'écoutait. Les preuves étaient trop accablantes, trop détaillées. La police est arrivée quelques minutes plus tard. J'avais synchronisé tout mon plan pour que mon révélation coïncide avec leur arrivée. Ils ont arrêté Eric et ma mère sous les accusations de meurtre, de conspiration, de fraude et d'usurpation d'identité. Les journalistes ont tout filmé. Le lendemain, l'histoire était à la une de tous les journaux locaux. La manipulation perverse d'une fille endeuillée par sa propre mère et un escroc sans scrupules. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. J'ai témoigné, racontant toute l'histoire en détail. Les preuves étaient irréfutables. Les messages, les enregistrements, le témoignage du détective privé, l'expertise sur la voiture de papa qui a confirmé que les freins avaient bien été sabotés. Le jury n'a délibéré que quelques heures avant de rendre son verdict. Éric Lemoine a été condamné à 25 ans de prison pour meurtre, escroquerie et usurpation d'identité. Ma mère a été condamnée à 20 ans en tant que complice de meurtre et pour sa participation à l'arnaque. Leur vie était finie. Et moi, j'étais libre. Mais la liberté a un goût étrange quand on l'obtient à travers la vengeance. Les semaines suivant le procès ont été surréalistes. J'étais devenue une sorte de célébrité locale, l'histoire de la fille qui avait déjoué le complot de sa mère. Les gens me reconnaissaient dans la rue, me félicitaient, me disaient que j'étais courageuse. Mais je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais vide. La vengeance que j'avais orchestrée était censée me libérer, me donner un sentiment de justice, de fermeture. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Ma mère et Eric payaient pour ce qu'ils avaient fait. Ils ne feraient plus jamais de mal à personne. Mais cette victoire n'avait pas ramené papa. Elle n'avait pas effacé les 4 années de manipulation et d'isolation. Elle n'avait pas guéri les blessures profondes qu'il m'avait infligées. Mon oncle Marcel est redevenu une présence constante dans ma vie. Il s'est excusé 1000 fois de ne pas avoir insisté davantage quand je l'avais repoussé, de ne pas avoir vu ce qui se passait vraiment. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, que la manipulation était si subtile, si bien orchestrée, que personne n'aurait pu la détecter de l'extérieur. Nous avons pleuré ensemble, pour papa, pour les années perdues, pour tout.
J'ai aussi repris contact avec mes amis. Certains étaient toujours là, compréhensifs et prêts à me soutenir. D'autres avaient disparu, blessés par la façon dont je les avais rejetés pendant ces années. Je ne leur en voulais pas. J'avais été horrible avec eux, les repoussant sans explication. Ils avaient le droit d'être en colère, de ne plus vouloir me parler. Mais ceux qui sont restés, ceux qui ont compris, sont devenus ma nouvelle famille. La maison familiale dans le sud de la France était toujours là, intacte. Je suis allée la visiter quelques mois après le procès. C'était la première fois que j'y retournais depuis la mort de papa. Marcher dans ces pièces remplies de souvenirs était douloureux, mais aussi cathartique. C'était comme si je pouvais enfin dire au revoir à papa de la bonne manière, sans la manipulation d'Éric, sans le poison qu'il avait injecté dans mon processus de deuil. J'ai décidé de garder la maison. Pas pour y vivre, pas tout de suite du moins, mais comme un refuge, un endroit où je pouvais me ressourcer quand Paris devenait trop étouffant. J'ai aussi créé une fondation au nom de papa, utilisant une partie de l'héritage pour aider les victimes de manipulations psychologiques et les personnes endeuillées. Je voulais que quelque chose de bon sorte de toute cette horreur. Je voulais que l'histoire de papa, et la mienne, puisse aider d'autres personnes à éviter le piège dans lequel j'étais tombée. La fondation a commencé modestement, mais elle a grandi rapidement. J'ai embauché de vrais thérapeutes, des professionnels vérifiés et certifiés, pour offrir des consultations gratuites aux personnes en deuil. J'ai créé des programmes de sensibilisation sur les signes de manipulation, sur comment identifier les escrocs qui ciblent les personnes vulnérables. J'ai donné des conférences, partagé mon histoire publiquement, pas pour la gloire mais pour éduquer, pour prévenir. Le travail avec la fondation m'a donné un sens, une raison de continuer. Chaque personne que nous aidions, chaque famille que nous protégions d'une arnaque potentielle, c'était une petite victoire contre les Éric Lemoine de ce monde. C'était ma façon de transformer ma douleur en quelque chose de positif, de constructif. Mais les nuits étaient toujours difficiles. Je faisais des cauchemars récurrents où j'étais de nouveau dans le cabinet d'Éric, où il me manipulait et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, avec l'impression d'étouffer. J'ai fini par consulter un vrai thérapeute, une femme recommandée par l'ordre des psychologues, avec des références impeccables et des années d'expérience. Au début, c'était terrifiant. M'ouvrir à nouveau à quelqu'un après ce que j'avais vécu semblait impossible. Je scrutais chaque mot, chaque geste, cherchant des signes de manipulation. Mais ma nouvelle thérapeute, le docteur Sophie Laurent, était patiente et compréhensive. Elle ne m'a jamais poussée, ne m'a jamais jugée. Elle m'a simplement écoutée, vraiment écoutée, sans agenda caché. Avec son aide, j'ai commencé à guérir réellement. Pas la fausse guérison qu'Éric prétendait m'offrir, mais un vrai processus de reconstruction. J'ai appris à faire confiance à nouveau, lentement, prudemment. J'ai appris à identifier mes propres émotions et besoins sans qu'on me dise ce qu'ils devraient être. J'ai appris à établir des limites saines, à dire non, à me protéger sans m'isoler complètement. La thérapie m'a aussi aidé à comprendre ma relation avec ma mère. Pas à lui pardonner, jamais ça, mais à comprendre. Le docteur Laurent m'a expliqué que certaines personnes sont simplement incapables d'amour désintéressé, qu'elles voient les autres, même leurs propres enfants, comme des objets à utiliser plutôt que comme des personnes à aimer. Ma mère était une de ces personnes. Elle m'avait abandonné enfant non pas à cause de quelque chose que j'avais fait, mais parce qu'elle était fondamentalement égoïste et incapable de mettre quelqu'un d'autre avant elle-même. Cette compréhension ne rendait pas la douleur moins intense, mais elle la rendait plus supportable. Ce n'était pas ma faute. Je n'avais pas été une mauvaise fille. Ma mère était juste une mauvaise mère, une mauvaise personne. Et maintenant, elle payait pour ses choix. Environ 1 an après le procès, j'ai reçu une lettre de ma mère depuis la prison. Mon premier réflexe a été de la jeter sans l'ouvrir. Mais quelque chose m'a poussé à la lire. C'était une lettre longue, désorganisée, pleine de justifications et d'excuses creuses. Elle disait qu'elle regrettait, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin, qu'Éric l'avait manipulée elle aussi. J'ai ri en lisant ces mots. Même maintenant, même après avoir été condamnée, elle refusait de prendre la responsabilité de ses actes. Elle essayait toujours de se présenter comme une victime. C'était pathétique. Mais ce qui m'a vraiment frappée, c'était la fin de la lettre. Elle me demandait de venir lui rendre visite en prison, de lui donner une chance de s'expliquer en personne. Elle disait qu'elle était toujours ma mère, que rien ne pourrait changer ça. J'ai réfléchi longtemps à cette demande. Une partie de moi voulait y aller, voulait lui dire en face à quel point elle m'avait blessée, à quel point je la détestais. Mais une autre partie,
la partie qui guérissait lentement grâce à la thérapie, savait que ce serait inutile. Ma mère ne changerait jamais. Elle n'accepterait jamais vraiment ce qu'elle avait fait. Aller la voir ne me donnerait aucune satisfaction, aucune fermeture. Ce serait juste rouvrir des blessures qui commençaient enfin à cicatriser. J'ai décidé de ne pas y aller. J'ai écrit une courte réponse, la seule et unique fois que je lui ai répondu. Je lui ai dit que nous n'avions plus rien à nous dire, qu'elle avait perdu le droit de m'appeler sa fille le jour où elle avait orchestré le meurtre de mon père. Je lui ai dit que j'allais vivre ma vie, être heureuse, réussir, et que je ne penserais plus jamais à elle. Que pour moi, elle n'existait plus. C'était la vérité, et c'était libérateur. Eric, lui, n'a jamais essayé de me contacter. J'ai appris par les journaux qu'il avait essayé de faire appel de sa condamnation, arguant que les preuves avaient été obtenues illégalement à travers l'application d'espionnage sur son téléphone. Mais l'appel avait été rejeté. Les juges avaient statué que même si les preuves avaient été obtenues de manière discutable, elles étaient trop importantes et trop accablantes pour être ignorées. Eric resterait en prison pour très longtemps. La vie a continué. J'ai recommencé à sortir, à voyager, à profiter des choses simples que j'avais négligées pendant si longtemps. J'ai rencontré des gens, j'ai eu des relations, certaines sérieuses, d'autres moins. J'ai appris à faire confiance à nouveau, même si c'était toujours difficile. Il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me mettait en garde, qui cherchait des signes de manipulation. Mais avec le temps, cette voix est devenue plus faible. J'ai aussi commencé à écrire. Au début, c'était juste pour moi, une façon de traiter tout ce qui s'était passé. Mais mon thérapeute m'a encouragé à partager mon histoire plus largement. J'ai écrit un livre, racontant tout depuis le début jusqu'à la fin. Le livre est devenu un best-seller, non pas parce que les gens voulaient du sensationnel, mais parce que mon histoire résonnait avec beaucoup de personnes. Tant de gens avaient été manipulés, trahis, blessés par des personnes en qui ils avaient confiance. Mon histoire leur donnait de l'espoir, leur montrait qu'il était possible de se relever, de se reconstruire. Les médias voulaient m'interviewer constamment. Je disais oui parfois, non plus souvent. Je ne voulais pas que ma vie soit définie par cette trahison, par cette vengeance. Je voulais être plus que ça. Je voulais être une personne complète, avec des passions, des rêves, des joies qui n'avaient rien à voir avec ma mère ou Eric. 5 ans après le procès, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Il s'appelait Thomas, il était architecte, et il avait lui aussi traversé des épreuves difficiles dans sa vie. Sa femme était morte d'un cancer quelques années auparavant, et il élevait seul leur fille de 8 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de la fondation, et il y a eu une connexion immédiate. Pas une connexion basée sur notre douleur partagée, mais sur qui nous étions devenus malgré cette douleur. Thomas était patient, compréhensif, mais il ne me traitait pas comme une victime. Il me voyait comme une femme forte, capable, qui avait survécu à quelque chose d'horrible et en était sortie plus forte. Avec lui, je pouvais être moi-même, sans masque, sans peur. Et lentement, très lentement, je suis tombée amoureuse. Notre relation n'était pas parfaite. J'avais mes moments de doute, mes crises de panique où je me demandais s'il me manipulait, s'il avait des arrière-pensées. Mais Thomas était toujours là, patient, me rassurant sans être condescendant. Il comprenait que la confiance se construisait lentement, que je ne pouvais pas simplement oublier ce qui m'était arrivé. Et il était prêt à attendre, à avancer à mon rythme. Sa fille, Emma, était adorable. Au début, elle était timide avec moi, protectrice envers son père. Mais avec le temps, nous avons développé notre propre relation. Je ne cherchais pas à remplacer sa mère, mais à être une figure stable et aimante dans sa vie. Emma m'a appris beaucoup sur l'amour inconditionnel, sur la résilience des enfants, sur la capacité de guérir même après une perte énorme. Aujourd'hui, 6 ans après cette confrontation explosive lors de la cérémonie commémorative, ma vie est méconnaissable par rapport à ce qu'elle était. Je vis toujours à Paris, mais j'ai déménagé dans un nouvel appartement, loin de celui où j'étais pendant les années de manipulation. Thomas, Emma et moi formons une famille recomposée, imparfaite mais aimante. Nous passons nos week-ends à la maison familiale dans le sud, créant de nouveaux souvenirs dans un lieu qui en était déjà rempli. La fondation continue de grandir. Nous avons maintenant des bureaux dans plusieurs villes de France, et nous avons aidé des centaines de personnes à éviter des arnaques ou à se reconstruire après avoir été manipulées. Chaque histoire que j'entends me rappelle à quel point j'ai eu de la chance. La chance d'avoir découvert la vérité à temps, la chance d'avoir les ressources pour me défendre, la chance d'avoir des gens comme Marcel et Thomas dans ma vie. Mais je pense encore à ma mère et à Eric parfois. Pas avec rage, pas avec haine,
mais avec une sorte de pitié froide. Ils ont gâché leur vie pour de l'argent qu'ils n'ont jamais obtenu. Ils sont enfermés dans des cellules, vieillissant lentement, avec rien d'autre que leurs regrets. Ma mère a maintenant 65 ans, et elle passera probablement le reste de sa vie en prison. Eric aussi. Leur cupidité, leur cruauté, leur ont coûté tout. Et moi? J'ai tout ce qu'ils voulaient me prendre. J'ai l'héritage de papa, oui, mais plus important encore, j'ai sa mémoire, son amour, les leçons qu'il m'a apprises. J'ai une famille qui m'aime vraiment, des amis fidèles, un but dans la vie. J'ai transformé ma douleur en quelque chose qui aide les autres. J'ai survécu, et plus que ça, j'ai prospéré. Il y a des jours difficiles encore. Des jours où je me réveille et je réalise que papa est parti depuis 10 ans maintenant, que je n'aurai jamais la chance de lui présenter Thomas, de le voir jouer avec Emma, de partager avec lui toutes les bonnes choses qui me sont arrivées. Des jours où la trahison de ma mère me frappe à nouveau, où je me demande comment une mère peut faire ça à son propre enfant. Des jours où je me sens coupable d'avoir été si naïve, si facilement manipulée. Mais ces jours deviennent de plus en plus rares. Et quand ils arrivent, j'ai maintenant les outils pour les gérer. J'ai ma thérapie, ma famille, mon travail à la fondation. J'ai appris que la guérison n'est pas linéaire, qu'il y a des hauts et des bas, et que c'est normal. J'ai appris à être patiente avec moi-même, à me pardonner mes erreurs, à célébrer mes victoires. La vengeance que j'ai orchestrée était nécessaire. Elle a apporté justice pour papa, elle a protégé d'autres personnes des griffes d'Eric et ma mère, elle m'a donné un sentiment de contrôle dans une situation où j'en avais si longtemps manqué. Mais ce n'est pas la vengeance qui m'a vraiment libérée. C'est le processus qui a suivi. Le travail difficile de la thérapie, la reconstruction des relations, la création de quelque chose de positif à partir de la destruction. Si je pouvais revenir en arrière, changerais-je quelque chose? Peut-être que j'aurais aimé découvrir la vérité plus tôt, éviter certaines des années de manipulation. Mais je ne peux pas changer le passé. Je ne peux que vivre avec, apprendre de lui, et continuer à avancer. Et c'est exactement ce que je fais. Chaque jour, je me lève et je choisis la vie. Je choisis l'amour sur la haine, l'espoir sur le désespoir, la connexion sur l'isolation. Je choisis d'honorer la mémoire de papa en vivant pleinement, en aimant profondément, en aidant généreusement. C'est ma vraie vengeance contre ceux qui voulaient me détruire. Je ne suis pas détruite. Je suis ici, je suis forte, je suis heureuse. La manipulation psychologique est insidieuse. Elle s'infiltre lentement. Elle change votre perception de la réalité sans que vous vous en rendiez compte. Et quand vous vous réveillez enfin et que vous voyez ce qui s'est passé, le dommage est déjà fait. Mais le dommage n'est pas irréversible. Avec du temps, du soutien, et beaucoup de travail sur soi, il est possible de guérir. Il est possible de reprendre contrôle de sa vie. Il est possible de faire confiance à nouveau. Mon histoire n'est pas unique. Il y a tellement de personnes qui vivent des situations similaires, qui sont manipulées par des thérapeutes malhonnêtes, des conseillers financiers véreux, des membres de leur propre famille. La différence, c'est que j'ai eu les ressources et le soutien nécessaires pour m'en sortir. Beaucoup n'ont pas cette chance. C'est pourquoi le travail de la Fondation est si important. C'est pourquoi je continue à partager mon histoire, même quand c'est difficile, même quand ça rouvre des blessures. Parfois, des gens me demandent si je regrette la manière dont j'ai géré ma vengeance. Si c'était trop public, trop brutal, trop exposé. Je réponds toujours la même chose. Non, je ne regrette rien. Ma mère et Eric méritaient d'être exposés publiquement. Ils méritaient que tout le monde sache qui ils étaient vraiment. Leur honte, leur humiliation, faisaient partie de leur punition. Et cette exposition publique a aussi servi un but plus large. Elle a sensibilisé les gens au danger de la manipulation. Elle a encouragé d'autres victimes à parler. Elle a mis en lumière les failles dans le système qui permettent à des gens comme Eric de se faire passer pour des professionnels. Y a-t-il eu des conséquences négatives? Bien sûr. Ma vie privée a été envahie. J'ai reçu des messages de haine de personnes qui pensaient que j'avais été trop dure, que j'aurais dû pardonner à ma mère. J'ai été suivie par des journalistes pendant des mois. Mais ces inconvénients étaient mineurs comparés à la satisfaction de savoir que justice avait été rendue, que papa pouvait enfin reposer en paix. Aujourd'hui, quand je visite la tombe de papa, je lui parle. Je lui raconte tout ce qui s'est passé, tous les changements dans ma vie. Je lui présente Thomas et Emma, même s'ils ne sont pas physiquement là. Je lui dis que je vais bien, que j'ai survécu, que j'ai même prospéré malgré tout. Je pense qu'il serait fier de moi. Pas de la vengeance en elle-même, papa n'était pas quelqu'un de vindicatif,
mais de la force que j'ai trouvée pour me défendre, pour protéger son héritage, pour transformer ma douleur en quelque chose qui aide les autres. La vie continue, et avec elle viennent de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouvelles opportunités de croissance. Je ne suis plus la jeune femme brisée qui pleurait dans le faux cabinet d'un escroc. Je suis devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus compatissant envers la souffrance des autres parce que j'ai vécu ma propre souffrance. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous orchestré une confrontation aussi publique et brutale, ou auriez-vous choisi une voie plus discrète? Est-ce que la vengeance peut vraiment apporter la paix, ou est-ce que je me mens à moi-même en pensant que c'était nécessaire? Avez-vous déjà été manipulé par quelqu'un en qui vous aviez confiance, et si oui, comment vous en êtes-vous remis?